RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci, mon frère, merci pour l'invitation. Donc, si je peux me permettre un petit aparté, je vais même abuser de ton temps et de ta générosité. Je salue d'abord les grands téléspectateurs de votre chaîne Congo de Buzz, que j'aime beaucoup regarder, et les débats surtout qui sont menés. Je salue mes co-débatteurs sur le plateau. Donc, j'aimerais corriger deux petites... moi, j'appelle ça un cartade de deux intervenants ici dans vos plateaux. Le premier, c'est bien entendu notre cher ami Christian Bossembe, qui est très intelligent, qui est très pertinent. À force de vouloir défendre l'indéfendable, notamment le pouvoir, il commet des erreurs. Quand on nous parle des rôles de l'Église catholique, dans les autres pays, ils nous disent que non, le cardinal ici exagère, abuse dans son positionnement à défendre le peuple. Il a donné l'exemple du Brésil où, selon lui, les églises là-bas sont silencieuses, ils laissent l'État faire ce qu'il veut. Okay. Moi, je voudrais juste lui rappeler que c'est totalement faux, parce que l'église, j'ai préféré prendre cet exemple du Brésil, parce que c'est le plus grand pays des catholiques. Il y avait celui qui avait créé les églises catholiques apostoliques brésiliennes, qui était Carlos Duarte Costa, depuis les années 30, était un opposant régime, qui était un régime totalitaire de Vargas. C'est quelqu'un qui s'opposait, qui a toujours été aux côtés de la population quand il s'agissait de défendre les intérêts de la population, tellement ça lui avait valu des problèmes. Ça arrive régulièrement quand le pouvoir ne veut pas déranger. C'est également celui qui s'était opposé même au Vatican quand il protestait les politiques de recyclage des anciens nazis. Donc cela lui avait valu l'excommunication par le pape Pie XII. Donc le rôle de l'Église dans les églises, dans des pays où la démocratie balbutie, où l'injustice est cruciale, est omniprésente. Parce que l'Église remplace là où l'État fait défaut. L'Église compense là où l'État devrait faire du social et de la justice. Donc, et nous considérons que la particularité de notre République, c'est que la richesse de la République ne peut pas être, on ne peut pas supporter que l'État ou bien ceux qui gouvernent soient de plus en plus riches et que la population qui subit soit de plus en plus pauvre. Et cet écart-là fait qu'aujourd'hui, le positionnement logique des hommes des églises à être du côté des faibles plutôt que des forts. Donc, Christian Bossembe ne devrait pas s'attaquer au cardinal, il devrait se contenter à ne plus faire du CESAC le Conseil supérieur de la censure, mais faire en sorte que la liberté d'expression soit démise et que le métier de journaliste, qui est un beau métier, soit plutôt consacré comme étant un cinquième pouvoir, une véritable colonne. Et en outre, j'ai entendu aussi l'un de vos des personnes qui cherchent certainement un poste de ministre venir ici nous parler du rôle de sacré Maman Marthe. Oui, regardez Winnie Mandela, mais moi, pendant des décennies, je n'ai jamais vu l'activisme de Maman Marthe. Okay. Qui aujourd'hui peut me dire à quelle manifestation avait participé Maman Marthe durant le règne de Tian Tshisekedi au sommet de l'UDPS? Quel était le projet? Quelles sont les idées qu'elle avait défendues? Arrêtez, elle était dans la cuisine, il faut être très sérieux. Maintenant, vous voulez avilir la politique, vous voulez consacrer des personnes, des idoles, c'est votre liberté. Mais ne pouvez pas amener la première ministre à aller s'agenouiller devant Maman Marthe. Vous ne pouvez pas amener ceux que les Congolais ont élus, aller s'agenouiller devant Marthe. Non, c'est la perversion intellectuelle et morale, et ça, il faudrait arrêter. Il ne faut pas tout cautionner sous prétexte de chercher un positionnement politique. Maman Marthe est une femme, elle a eu sa vie, elle a vécu auprès d'un grand homme, ça. Je vais bien aller vous recueillir sur la tombe de Tian Tshisekedi, mais allez vous recueillir sur les tombes de Maman Marthe, disant que c'est une personnalité politique. Excusez-moi. Excusez-moi. L'UDPS, bien sûr, on l'appelle l'autorité morale des références, parce qu'elle était à on a ajouté des références. Mais moi, je me souviens ici que l'opposition, cette opposition, c'était justement révoltée contre le terme autorité morale, parce qu'il est né sous l'ère de Kabila. Voilà, mais aujourd'hui, ils en ont créé une qui n'a pas eu d'activisme politique, qui n'a fait qu'accompagner un grand homme politique.
attendez, on perd un peu la boussole là. Soyons sérieux une minute. Nous sommes quand même des intellectuels. Hein, très bien. Alors, merci beaucoup, Maître Eric. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de Maître Claude Ngoma. Bienvenue également. Merci beaucoup, cher ami. Également, bonjour et salutations aux débatteurs à qui nous allons discuter République. Et aussi, je profiterai de mon temps d'antenne pour ramasser quelques biscuits. Vite, je vais aller à l'IGF. Je dénonce ici les comportements de M. Alinguete, qui, dans son rôle étant que patron de l'IGF, chargé de contrôle, mais je comprends que sa façon de faire, dans l'approche, il est en train de pécher. Pourquoi il est en train de pécher? Moi, dans mon humble avis, un inspecteur de finances, quand il fait ses contrôles, il boucle voilà, donc, toutes ses enquêtes, il va remettre les rapports à qui les droits, soit devant le PGR, soit à la présidence, comme c'est un service rattaché à la présidence, c'est là où il ira déposer le rapport. Mais ici, je dénonce son comportement et qu'après avoir fait des enquêtes, il prend les rapports d'abord a priori, il le remet auprès de journalistes sous-traités, il le prend des communicateurs, justement pour allumer un peu cette flamme-là dans des médias. Or, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas comme ça. Cette attitude, ce n'est pas normal. Voyez-vous? Parce que même quand, après avoir bouclé ces rapports, ceux-là qui se retrouvent dans ces rapports, ils sont encore présumés innocents. Je vois aujourd'hui, dans le média, M. Nicolas Kazadi, l'homme à battre. Alors que ces marchés, Nicolas n'est pas le ministre chargé de passation des marchés. Encore que c'est un marché qui a été octroyé en catimini, de gré à gré. Ça n'a pas suivi. Donc voilà la procédure normale. Vous voyez? Et quand le marché est passé de gré à gré, dedans dans les dossiers, il n'y a pas l'avenant. Et quand il n'y a pas un avenant, donc on ne peut pas payer. Mais comment comprendre? Aujourd'hui, on fustige Nicolas Kazadi, pourquoi il a payé? Mais moi, ici, je dénonce le comportement de tous ces conseillers à la présidence. Tout part de là. Comme Alinguete veut à ce que nous puissions dire des choses, eh bien, nous allons les dire. Je vais citer des noms, si vous voulez. Non, ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, Nicolas, c'est l'homme à battre parce qu'il est payé, il a payé. Mais pour que Nicolas puisse payer l'argent, mais il y a cette chaîne de décaissement de fonds. En réalité, ces gens-là ne devaient même pas gagner ces marchés. On devait donner la chance à tout le monde de venir compétir en lançant l'offre d'appel. Appel d'offres plutôt. Vous voyez, donc c'est là où moi je dénonce ici les comportements de M. Jules Alinguete parce que tenez, vous savez, moi je fais une formation en fraude. Vous savez, quand vous êtes commis dans ces services de contrôle, à un moment donné, quand les enjeux deviennent trop grands, même le contrôleur risque de se retrouver même dans la fraude. C'est pas ce qui s'est passé au Tanganyika où la dame a déploré le comportement des inspecteurs. Voilà. Donc quand les enjeux montent, les contrôleurs eux-mêmes se retrouvent dans la fraude. Est-ce que ce n'est pas pour autant... C'était de manière pédagogique, peut-être pour... Non, Jules Alinguete fait un peu du végétariat. Il veut être comme Papa Wemba, une grande star, alors que c'est un simple fonctionnaire de l'État. Voyez-vous? Donc c'est un chef de service, il est fonctionnaire de l'État. Vous voyez? Et quand il organise des journées portes ouvertes, ça veut dire quoi? Nous n'avons pas besoin de ça. C'est un inspecteur de finances, mais malheureusement, il fait ses contrôles à un essuie-glace. Il vient ici, il allume le feu, là, il éteint le feu. Donc, comment? Vous avez vu, même quand ça bardait un peu entre lui et Tony Mwamba, il y a eu des pièces, des décharges. Mais ces dossiers, où nous sommes? Sans suite. Sans suite. Les dossiers Veridos, c'est où? Tout ça, c'est Alinguete. Et donc, pour moi, je demande au chef de l'État, dans ce mandat ici, Alinguete a fait ses 5 ans. Il a fait ce qu'il a fait, l'air a sonné, de le mettre un peu à l'écart et de trouver un oiseau rare. Je sais que M. Alinguete, c'est un expert en finances publiques, mais il n'est pas le seul au Congo. Il y en a encore beaucoup d'autres qui peuvent encore faire mieux les choses, plus qu'Alinguete. Merci beaucoup, Maître Claude Ngoma, cadre
de nouvel élan, membre de l'opposition. Alors, nous avons Maître Claude Niembo, communicateur privé du chef de l'État, assistant à l'UPN, chercheur à 3e cycle à l'UNIKIN. Bienvenue, Maître Claude. Merci, Monsieur Daniel. Ça a toujours été un plaisir d'être invité. Bien évidemment, on ne voudra pas entrer dans les biscuits des autres pour répliquer à quoi que ce soit. Je me réserve les droits. Mais je voudrais également parler aussi de mon biscuit. C'est celui de toutes ces personnes qui s'attaquent contre la candidature du professeur Mata, disons des choses, des personnes qui sont manipulées, qui passent à la télé. Nous leur disons que le professeur Mata, c'est un Congolais comme tout Congolais. Il est du parti présidentiel. Son combat ne commence pas en 2018 comme ce personne mal intentionné essaye de le faire, de le dire ou d'insinuer. C'est quelqu'un qui a combattu déjà comme un tout citoyen congolais. Il a combattu contre le régime Kabila. Nous l'avons suivi dans son combat pour le respect de la Constitution. Et aujourd'hui, il mérite respect. Nous ne pouvons pas accepter que cette grande personnalité, du reste professeur d'université, puisse être saluée par des personnes avec des vidéos disant qu'il a été président. Donc la faute qu'on lui incombe, c'est le fait qu'il n'a pas pu mettre de personnes ou des combattants qui lui ont été recommandés au bureau. Non, non. Et nous fustigeons cette façon de faire. C'est vrai que nous communiquons pour les chefs. Lorsque vous attaquez aux grandes personnalités comme le professeur Mata, nous sommes là prêts à défendre et à dire au public que c'est une grande personnalité qui a servi la nation. Et moi, je voudrais peut-être entendre qu'on dise quelque chose contre lui ou les griefs par rapport à la gestion de la chose publique ou par rapport à son poste de vice-premier président de l'Assemblée nationale. Là, on ne le dit pas. On se met à dire qu'il est un parvenu, qu'il n'a pas combattu. Et là, nous disons qu'il est citoyen congolais. Il est membre du parti présidentiel. Qu'on lui laisse l'espace de compétir comme tout le monde, comme l'a dit le CG Kabouya lui-même dans son communiqué. Il a demandé à toutes les personnes qui ont des ambitions de venir déposer. Et on ne voudrait pas cette manipulation qui est en train de lire domicile sur les réseaux sociaux où des gens estiment qu'il a préféré travailler. Ben, c'est vrai, aujourd'hui je peux être ministre, c'est pas parce que mon regroupement a envoyé mon nom et que mon nom a été retenu comme ministre que je dois travailler avec tout le monde, même les incompétents. Non. Mais si on a des personnes très compétentes, même si elles ne font pas partie peut-être du parti, pourquoi ne pas travailler avec ces personnes? Donc, nous attirons l'attention et demandons à toutes ces personnes que le professeur Mata, c'est un citoyen congolais, laissez-lui compétir. Si les députés qui vont les lire estiment que ça sera lui, laissez-lui, donnez-lui la chance. C'est aux députés de décider sur qui doit occuper ce poste. Ce n'est pas à certains individus qui sont autour de... La question c'était que est-ce qu'il est choisi par l'Union sacrée pour représenter l'ensemble? Le problème n'est pas au niveau de l'Union sacrée, c'est au niveau du parti présidentiel. Aujourd'hui, le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale est réservé au parti présidentiel, l'UDPS. Donc c'est au niveau du parti où ces choses sont en train de s'arranger, mais seulement ces détracteurs sont en train d'utiliser de personnes. On parle également de Jean-Claude Sulbaï, qui a également des ambitions. Oui, tout à fait. Bon, là, c'est même la beauté de l'UDPS, ce que on ne veut pas... Il ne veut plus respecter les mots d'ordre. Non, la beauté de l'UDPS, ce n'est pas le mot d'ordre. Il y a un communiqué qui a été pris par le CG Kabouya demandant aux personnes qui ont des ambitions de venir compétir, de poser leur dossier. Donc, c'est au niveau du parti qu'il y aura... qu'on pourra assainir et puis donner qui doit postuler à ce poste. Mais ne pas commencer à utiliser des personnes ou des jeunes pour nuire à sa crédibilité ou à sa personnalité. Ça, vraiment, nous fustigeons. Merci beaucoup, Maître Claude Niembo. Freddy Mwamba, cadre de l'AFDC, bienvenue. Merci beaucoup, Daniel, et merci surtout de l'invitation. Et j'en profite pour saluer tous les débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux, ainsi que tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Je pense que mon ami ici a essayé un peu de m'étendre un peu la perche en abordant, n'est-ce pas, la problématique des élections au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'il faut dire que le pays se trouve dans un tournant décisif, un tournant crucial. Pour le moment, les attentes de la population sont nombreuses,
alors il va falloir qu'on mette des gens qui soient à la hauteur de leur tâche, de telle sorte que les préoccupations existentielles de la population soient véritablement rencontrées. La Bible déclare dans les Saintes Écritures, Proverbes 29-26, que beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Donc ça veut dire que nous pouvons chercher les pouvoirs comme on veut, mais c'est Dieu lui-même qui donne. Si Dieu veut que vous soyez à tel poste, vous serez à tel ou tel autre poste. Ça ne sert à rien d'aller contacter les marabouts ou quoi que ce soit pour prétendre avoir, je ne sais pas moi, un poste. Tout ça ne sert à rien. Dieu seul sait à qui il va confier telle ou telle autre responsabilité. Donc il ne faudra pas qu'on considère tous les postes là comme étant une faveur, mais plutôt comme étant une grande responsabilité, une énorme responsabilité. C'est comme ça que je me dis que même tous ceux qui auront la chance d'avoir tel ou tel autre poste, qu'ils ne soient pas contents. Qu'ils ne soient pas contents, parce que vous pouvez vous réjouir, vous dire j'ai tel poste, parce que quand vous êtes content, vous donnez l'impression que c'est comme si vous allez vous en mettre plein les poches, alors que la population est en train de croupir dans une misérabilité inouïe. Donc nous avons besoin que ces pays aillent de l'avant et avancent. C'est comme ça que j'estime, ça ce n'est que mon point de vue, et que je peux suggérer à tous les téléspectateurs qui nous suivent que pour ce qui concerne le président de l'Assemblée nationale, j'estime que c'est le professeur Modeste Bahati qui réunit les conditions qu'il faut, les conditions requises pour occuper ces postes par rapport, n'est-ce pas, à son vécu sur le plan politique. C'est quand même quelqu'un qui n'a pas beaucoup, comme on dit, beaucoup de cadavres dans le placard, vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il a quand même une bonne moralité. Donc, par rapport aussi à son expérience, il n'est pas plongé dans des dossiers sordides et tout ça. Je pense que le professeur Modeste Bahati, comme candidat potentiel, n'est-ce pas, au poste du président de l'Assemblée nationale, mérite d'être à cet endroit-là. Mais tout dépend aussi de la haute autorité de référence qu'est le président de la République. Et nous espérons qu'il fera un bon choix. Parce que, comme je vous l'ai dit, les temps passent. Non, choisir quelqu'un directement qui peut prendre le perchoir. Non, je pense qu'on y est. On y est déjà. Donc, pour le moment, il n'y a pas à tergiverser. Vous avez suivi, il y a eu une plénière hier qui était une plénière très déterminante par rapport au choix des membres du bureau. Et je pense que le président de la République va faire en sorte que nous puissions avoir une idée sur celui qui va effectivement occuper ces postes. Et je pense que... Il y a aussi des qui courent dans tous les sens, que vous voulez écarter Vital Kamerhe. Bon, en fait, moi je pense que je ne suis pas ici, je ne suis pas son porte-parole pour parler de lui. Je pense que moi je suis intéressé par le professeur Modeste Bahati pour ce qui est, n'est-ce pas, des autres acteurs politiques qui ont aussi des ambitions à ces postes, ce qui est tout à fait, normal. Ce sont des ambitions qui sont tout à fait légitimes. Et je crois que leurs porte-parole pourront vous dire pourquoi ils estiment que c'est lui qui pourra occuper ces postes-là. Mais pour ma part, moi je vous ai donné mon point de vue clairement. Et je pense que, comme on dit, de la discussion naît l'éclaircie. Et je pense qu'au travers même du débat d'aujourd'hui, il y aura de l'éclaircie dans la grisaille. Vraiment, les populations vont savoir qui devra occuper tel ou tel autre poste. Parce qu'ils ont quand même besoin de savoir. Plutôt que de continuer à discuter, parce que partout dans le riz de Kinshasa, c'est toujours Manchester City, et touche à Real. Manchester City et Real, ça, ils ont déjà gagné leur vie, ces joueurs-là. Maintenant, nous occupons-nous de notre pays. L'énergie que nous dépensons pour ces choses-là, je pense que si nous dépensons cette énergie pour ce qui concerne des questions sensibles, des questions importantes, fondamentales de notre pays, ça va faire en sorte que nous puissions véritablement atteindre la refondation de l'État que nous sommes en train de rechercher à tout prix. C'est véritablement un Graal que nous allons atteindre si nous nous mettons à réfléchir sur ce qu'il y a d'essentiel, plutôt que de discuter Manchester, De Bruyne, tel. Non. Merci beaucoup. Donc, la première thématique, gestion des ambitions et les servir les peuples. Quelle doit être la priorité de ce nouveau gouvernement ou de Félix Tshisekedi dans son nouveau quinquennat? Alors, je voudrais bien donner la parole à l'opposition. Maître Eric, quelle est votre lecture par rapport à cette question? Gestion des ambitions. Et les servir, et servir les peuples. Et servir le peuple. Tout d'abord, c'est quand même extraordinaire parce que le premier des concernés, qui est le chef de l'État, est pris par son absence. Ok.
c'est celui qui a conclu des accords avec Vital Kamerhe. C'est celui qui a conclu des accords avec Bahati Lukwebo. C'est celui qui a conclu des accords avec Mbosso. C'est celui-là. Qu'est-ce qui les a promis en échange? Et puis voilà. On va rentrer, allez, de manière, on va survoler un peu ces accords. Le premier des alliés, c'est Vital Kamerhe quand même. Celui dont on a dit, voilà, je me bats pour que vous deveniez président. Je serai votre premier ministre. Demain, je deviendrai président, vous serez mon premier ministre. Et nous gérons le pays de manière responsable pour démontrer que nous sommes capables de nous entendre et surtout améliorer les conditions de vie des Congolais. C'était un beau projet. Étrange, après les déboires qu'a connu M. Kamerhe. Après, c'est vrai, pour des raisons politiques, il a revu à la baisse ses ambitions, il était directeur de cabinet. Et puis, des voies judiciaires, réhabilitées. Et puis, finalement, personnellement, parce que je sais que certainement l'UNC a été servi, personnellement, Vital Kamerhe ne s'est jamais retrouvé. Aujourd'hui, deuxième quinquennat, on se dit, voilà. Il ne s'est jamais retrouvé. Personnellement, il ne s'est pas retrouvé. Qui aurait imaginé Vital Kamerhe est dans le gouvernement comme ministre, aussi d'État soit-il? Qui aurait imaginé, au début de la législature dernière, le ministre de la Défense aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, ministre Félix Antoine Tshisekedi. Quel politicien sérieux parmi nous ici qui aurait imaginé ça? Pourquoi ça n'avait pas marché? D'ailleurs, même au départ, MLC était en train de tirer à bout portant sur Cash. Jamais, incompétence, tous les mondes, les colibés sont sortis. Finalement, pour des accords qui les arrangeaient, de part et d'autre, pour des accords qui s'est fixé à l'horizon législatif, c'est-à-dire les élections, ils se sont réunis. Là, en attendant que Bahati Lukwebo, en quittant Kabila, a trouvé qu'il y avait opportunité. Donc, vous comprenez, ce sont les ambitions personnelles qui les ont amenés à s'associer, et non pas les ambitions de l'État, parce qu'après tout 5 ans passés, qu'est-ce que vous avez fait pour la République démocratique du Congo, pour les Congolais? Ne venez pas me ramener de cosmétique. On avait projet 55, c'est du cosmétique. Concrètement, qu'avez-vous changé? Rien. Mais bizarrement, sorti de ces 5 ans, les chefs d'État ont dit, j'ai commis un certain nombre d'erreurs. Pardonnez-moi, je ne vais plus le refaire. Je vais repartir sur une nouvelle page, une page blanche. Début législatif, les mêmes erreurs. Pas de gouvernement, 6 mois, on va arriver à 6 mois, pas de gouvernement. Et les dépenses de l'État, par contre, ça continue. Nous avons accentué les déficits budgétaires. Nous avons toujours les trains de vie des institutions qui explosent tout. Nous avons accentué la dette extérieure. Nous avons rendu encore plus compliqué la vie des Congolais. Parfois, j'entends des débats sur les transco. Qui voit les transco? Il y a beaucoup de débats. Oui, 20 transco sont sortis, mais qui les voit sur les routes? En tout cas, pas les citoyens qui viennent travailler en ville. 207, 207, 207, il n'y a pas de transco. Donc, on ne sait pas sur quoi peut tabler aujourd'hui la majorité pour dire qu'ils ont pour intérêt la République démocratique du Congo et les Congolais. Rien. Et le chef d'État, par cette période cruciale, parce qu'il est le seul à pouvoir sortir de cette imbrication, les ambitions des uns et des autres, les demander peut-être de se calmer, de se retrouver. Non. Il préfère même accepter que Mbosso, qui n'est plus le plus âgé des députés, soit quand même sur le perchoir. En violation de la loi, en violation du code, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Extraordinaire. Extraordinaire aussi, on a vu le comportement des Kamerhe tout fair play. Il était au gouvernement, il est sorti du gouvernement. C'était 3 minutes déjà? Oui, j'ai combien de temps? 4 minutes? Non, c'était 3, terminé. D'accord. Je sors du gouvernement, je rejoins l'Assemblée nationale en bon respect de la loi, mais il se trouve que M. Bahati, qui quitte également le Sénat, il dit, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se prépare finalement dans cette Assemblée nationale. Mais c'est que nous savons qu'il n'y a pas d'intérêt de la République démocratique du Congo ni de Congo au perchoir. Il y a des ambitions strictement personnelles. Et d'ailleurs, nous, pour l'opposition, nous regardons cette mascarade comme étant des ambitions des uns des autres
au-delà de la tricherie électorale qu'ils avaient organisée. Ils ont évoqué Ça a toujours été des ambitions, même après l'initiative, sur les ambitions de l'UNC, parce qu'ils ne se retrouvaient pas au nombre de députés, les ambitions de MLC qui a brûlé le plus dit, on ne sait pas de quoi on s'est entendu, les ambitions de Bahati, quand on lui a retiré des postes, on lui a réhabilité des postes, ils allaient faire une déclaration pour dire on nous quitte le sacré. Ils étaient à des doigts. Non, calmez. On commençait déjà à donner des postes à l'UNC, à la FDCA à travers l'organisation qui vient de se faire des DG. Nous comprenons que la République est en train de se partager comme les 5 dernières années et que nous n'avons rien à attendre. Alors, il n'y a personne aussi qui a une moralité propre, pleine de probité, même pas Bahati. Et puis, je suis étonné à chaque fois, de voir, je suis juste par là, de voir mes chers compatriotes intellectuels que nous sommes arriver là. Oui, mais M. Bahati a créé 20 000 emplois, oui, mais qui sortent du circuit de la politique, qu'il a joué le rôle de chef d'entreprise pour voir comment ça fait de gérer un business. Parce que ce business, elle est créé avec l'argent de la République. Il donne l'emploi, mais l'emploi de la République. Donc ça, c'est pour dire qu'il n'est pas mon adversaire personnel. Nous, on regarde ça de loin. Il n'est pas mieux que Mbosso. Mbosso n'est pas mieux que Mbosso. Pour moi, d'ailleurs, c'est celui qui a le plus failli. Mais j'aime bien le fair play de Caméré. Et certainement, ce spectacle n'a pas fini de réjouir nos politiciens et de décevoir le peuple congolais par la médiocrité. Les grands hommes politiques incapables de s'entendre sur quelque chose qui donne. Parce que c'est les mêmes familles politiques, hein, l'union sacrée. Ils ont évoqué qu'ils sont dans les textes, la constitution, les poids politiques. Donc, ils ne sont qu'en train de suivre. Oh, vous savez bien que non, ce n'est pas que ça. Si ça aurait été ça, ça ne serait pas fait, mais ce n'est pas que ça. Ok, on comprend. Alors, mais à vous également, Maître Claude Niembo, comment avez-vous compris cette question de gestion des ambitions politiques et servir le peuple? Très bien, mon cher. Je comprends qu'on est des Claude Ngoma, Claude Niembo, donc vous habituez un peu à ça. Juridique, on a plus de maîtres. Vraiment. Alors moi, je vais dire ceci par rapport à l'Assemblée nationale, au bureau définitif de l'Assemblée nationale. D'abord, dans l'Union sacrée, il y a manque de hommes d'État. Dans l'Union sacrée, il y a manque de hommes d'État. Dans l'Union sacrée, il y a manque de culture politique. C'est vrai que mon estimé confrère venait tout à l'heure de dire qu'il y a des grands hommes politiques dans l'Union sacrée. Je n'en vois pas. Je ne vois pas. Pourquoi je dis ainsi? Parce que si on est homme d'État, a priori d'abord, c'est l'intérêt général de la République qu'on doit mettre au premier plan. Les postes et les ambitions, les appétits politiques seront un peu récalés. Voyez-vous? Mais ici, tout ce monde de l'Union sacrée ne voit pas les défis à relever pour ces Congos. Et donc, pour ce quinquennat ici, je ne vois pas cette Assemblée nationale jouer son rôle. Je n'en vois pas. Déjà, nous avons une Assemblée nationale à sens unique, où la majorité est à plus de 470 et quelques députés. C'est le peuple qui a décidé ça? Non, ça, c'est pas le peuple. Soyons sérieux. C'est pas le peuple. C'est pas le peuple. Ça a été confectionné quelque part. Vous voyez? Au détriment de l'intérêt général. Je ne vois pas cette assemblée, comme l'assemblée de la législature passée, interpeller le ministre, jouer pleinement son rôle, parce que le rôle de l'Assemblée nationale, ce n'est pas seulement, comment donc, non, c'est aussi le contrôle. C'est aussi le contrôle. Le ministre de l'économie a été... non, mais non, le ministre de l'économie a été déchu, tout simplement, parce que les Indo-Pakistanais ont mis l'argent. Ce n'était pas du fait de la volonté des élus, non. Ces élus ont été instrumentalisés. Pourquoi? Parce que le ministre faisait ombrage à tous ces Indo-Pakistanais. Voyez-vous? Aujourd'hui, quand moi je parle d'Alinguete, si nous avions eu une Assemblée nationale au vrai sens du mot, Alinguete ne pouvait pas être cité tout le jour, dans tous les médias, le long de la journée dans tous les médias, non. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui est d'abord l'organe de régulation et de contrôle.
Vous voyez? Et à la tête de cette assemblée, nous avions vu le Pépé Mbosso, qui conduisait le débat à la manière de un PR, qui ne laissait pas. Qui ne laissait pas. Et aujourd'hui, Pépé veut encore revenir. Et moi, je me dis, c'est quoi? Parlons de cette question des ambitions. Vous savez, aujourd'hui, le président de la République est dépassé. Le président est dépassé. Pourquoi? Parce que il a cette majorité écrasante, mais nous courons 5 mois. Il peine à mettre en place les institutions de la République, tout simplement parce que lui-même, le président de la République, est dépassé. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et quand les institutions peinent encore à être mises en place, mais on doit interpeller qui? Le président de la République. Parce que tout le manœuvre doit se passer au sein de l'union dite sacrée. Posons-nous la question. Moi, je me rappelle encore, je ne pose même pas la question, mais je me rappelle encore la toute dernière réunion de l'union sacrée, c'était avant la campagne. Si cette union sacrée était sérieuse, constituée des hommes d'État, après la campagne, ils devaient se réunir encore. Voyez un peu. Et aujourd'hui, vu qu'il y a les désordres qui caractérisent cette union sacrée, tous ces ténors courent nuit et jour à la 10e rue voir la maman de la République. Et à ceux-là même, je leur pose la question. Quel est le rang de maman Marthe au sein des institutions? Protocolairement, maman Marthe a quel rang? Et s'ils vont aller, parce que tout récemment, j'ai vu M. Bahati, le professeur, et Pépé Mbosso aller la rendre visite. Peut-être il y a autre chose que vous pensez que c'est. Mais non, la question nous devons protéger notre maman, c'est la maman de la République. Vu son poids de l'âge, tout ce qu'il y a fou. Même du vivant de papa Étienne, je n'ai jamais vu la maman être au four et au moulin dans des questions politiques de la République. C'est notre maman. Félix doit aimer sa maman. Il doit interdire toutes ces pratiques. La maman ne peut pas, à son âge, la maman ne peut plus encore s'immiscer dans les choses de la République. La gestion de la République, non. Et donc je note ces désordres qu'il y a dans cette union sacrée. Et ici, je dis que ce mandat ici, il n'y aura rien. Parce que l'union sacrée ne jure que sur le poste. Ils ne jurent que sur leur ventre. Ils ne voient pas et ils ne vont pas travailler pour l'intérêt général de la République. Et à cela, moi, j'interpelle tous les députés nationaux. Vous avez certes la majorité écrasante, mais je voudrais voir que votre conscience face à la République, face aux enjeux, aux enjeux de la République. J'interpelle les députés. Aujourd'hui, il y a un grand débat. L'opposition. Nous sommes minimes. Je demanderai même aux amis opposants qui sont dans l'hémicycle de ne même pas prendre part au bureau. Et qui profitent Mais ils sont déjà majoritaires à plus de 470. Qu'est-ce que cette minorité fera? Déjà, même s'ils avaient l'intérêt et l'amour du pays, ils pouvaient réserver une place de choix pour l'opposition. Du fait que cette opposition a été déjà marginalisée depuis les élections. Et pour colmater les brèches, ramener tout le monde à l'unité, diminuer le pourcentage de frustration, on allait réserver une place de choix à cette opposition. Mais regarde comment on a recalé l'opposition. Voyez-vous? Et donc, il n'y aura rien de bon dans cette législature. Très bien. Merci beaucoup, alors, maître Claude Nyembo. Je vous laisse la parole et rebondir à ce qui vient d'être dit. Et puis, vous allez nous donner aussi votre point de vue. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'Union sacrée? Et surtout, vous êtes communicateur privé du président de la République. Oui, merci, monsieur Daniel, de nous accorder une fois la parole. Alors, par rapport à l'Union sacrée, de l'autre côté, on a essayé de brandir qu'il y a un désordre. Non, non, c'est même la beauté de la démocratie. J'ai aimé ce que le maître a dit au début, dans son entrée. Il a dit qu'on a quitté du régime de la pratique des autorités, de l'autorité morale. Parce qu'avant, c'était tout l'autorité morale. Donc, l'autorité morale peut désigner une personne même qui ne fait pas le consensus, et parce que c'est l'autorité morale qui a dit, on doit. Mais aujourd'hui, vous avez une personne, l'autorité de référence, comme nous l'appelons à l'Union sacrée, qui ne dicte pas,
mais qui essaye de laisser le jeu démocratique se jouer. L'UDPS, c'est la démocratie depuis de longues années. Aujourd'hui, parce que nous sommes dans une coalition avec plusieurs parties prenantes qui ont des ambitions. Est-ce qu'il faut-il que le président s'interfère dans cette guerre démocratique? Bahati a ses ambitions. C'est à lui qu'incombe la faute de tout ce qui s'est passé. Là, c'est dire une chose et son contraire à la fois. Vous voulez qu'on revienne au régime passé où le président va se lever de bon matin, chercher un candidat indépendant et l'imposer au Sénat. C'est ça ce que vous voulez. Nous avons deux personnalités, des grandes personnalités, qui ont des partis, qui sont chefs des partis politiques ou des groupements politiques, qui ambitionnent, qui ont besoin des façons loyales, qui veulent compétir ou concourir à un poste. C'est de leur droit. On ne peut pas leur interdire. Ce n'est pas un désordre parce que chacun pourra déposer sa candidature. C'est vrai que le chef peut avoir l'aval de quiconque, mais laissez-leur compétir. Ça ne signifie pas que le fait qu'il y ait cette ambiance-là démocratique, que c'est un désordre. Non, nous disons que ce n'est pas un désordre. C'est la démocratie qui est en train de se vivre. On ne peut pas aujourd'hui dire une chose que non, nous avons quitté ce qui se faisait avant avec l'autorité morale qui imposait les choix. Non, ici nous avons un président qui est là, mais qui laisse observer le jeu. Alors s'il y a le professeur Bahati Lukwebo qui estime que par rapport à son leadership qu'il peut occuper ce poste, nous lui donnons toutes les chances. S'il y a le président Bosso qui estime que parce qu'il a géré et que les anciens, parce que la plupart des députés sont revenus et qu'ils peuvent encore lui renouveler la confiance, pourquoi pas? C'est un citoyen congolais. Nous ne pouvons pas entrer dans le président. Là, je ne vois pas le président de la République dans cette guerre pour aller prendre côté pour X et laisser l'autre, parce que tous se retrouvent à l'union sacrée. Mais c'est à la fin, ce sont des députés qui vont décider. Est-ce qu'il faut-il que le président de la République vienne donner un coup de marteau pour dire que non, moi je vais Mbosso, je ne vais pas. Chacun doit montrer. C'est une guerre très loyale. Si on ne sait pas ce qui est en train de se jouer du côté professeur Bahati par rapport à sa notoriété, à sa technicité, on ne sait pas aussi ce qui serait en train de se jouer du côté Vital Kamerhe, mais dire par exemple que parce qu'ils ont été dans cash, Vital Kamerhe ne pouvait pas occuper, il ne s'est pas retrouvé. Non, il est là et s'il estime qu'il a tout ce qu'il faut pour briguer, les députés vont lui renouveler sa confiance et il sera là. Au cas où il ne passe pas, ça va créer une frustration. Bon, une frustration, tout dépend, parce que nous sommes dans un régime presque semi-présidentiel. Vous savez que c'est celui qui a plus au Parlement, qui prétend, qui a aussi droit à des postes politiques au niveau de l'exécutif. Alors, si vous avez peu, comment vous voulez avoir plus? La logique est normale. Si le professeur Bahati estime qu'il a peut-être dans sa gibetière plusieurs députés, alors, il a toutes les chances de réussir. Si, par exemple, le président Vital Kamerhe ou le président Bosso qui estime, convaincre tout le monde, chacun va passer, il va donner son programme. Et voilà. Je ne vois pas le rôle du président de la République pour venir stopper cette ambiance démocratique que de l'autre côté on a appelé désordre. Je ne trouve pas un désordre là, c'est cette ambiance qui est normale. Et par rapport aux institutions, bon, moi je trouve pas, c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de comparer ce qui se passe au Congo avec le Sénégal, les choses sont allées plus vite. Ici nous avons une coalition, parce que des vrais du point de vue juridique, on n'a pas un parti politique qui a atteint la majorité. La majorité en soi n'existe pas. On a presque racolé, l'union sacrée c'est une majorité presque politique, mais juridiquement parlant, je ne vois pas un regroupement politique, que ce soit l'IDPS, AFDC ou quoi, qui a la personnalité juridique lorsque je parle de regroupement politique, qui a atteint la majorité, c'est-à-dire le 50+1. C'est comme ça qu'il y a eu la raison d'être de la nomination de l'informateur qui avait pour rôle de chercher, d'identifier cette majorité. Alors, le rôle de l'informateur ou le temps de l'informateur lui étant pratiquement accordé, le temps légal, parce qu'il a fait 30 jours, on lui a ajouté encore 30 jours, on a fini la déposer et aujourd'hui, tout est à l'œuvre, tout est prêt à être fait, mais on se pose une question parce que de l'autre côté de l'Assemblée nationale, il y a le contentieux qui sont en cours. Aujourd'hui, pas plus que hier, c'était lundi où la Cour constitutionnelle a ouvert encore ses audiences pour correction d'erreurs matérielles. On s'est dit, est-ce que faut-il installer le bureau définitif alors que de l'autre côté, il y a encore la Cour constitutionnelle et les contentieux qui sont en cours. Toutes ces questions-là, ce sont des préalables à l'organisation ou à l'effectivité du gouvernement. Aujourd'hui, par exemple, de l'autre côté, on vous dit que le gouvernement peine à sortir. Et si le gouvernement est là et que le bureau définitif n'est pas là, comment ce gouvernement va fonctionner?
C'est la question qu'on se pose. Parce que pour que ce gouvernement travaille, il faut que le Premier ministre s'amène au Parlement et présente son programme. En fait, que ce bureau, et ce programme doit être présenté devant un bureau définitif. Donc, il y a des questions de droit, des éventualités qu'il faille d'abord vider. Et ces exceptions doivent être vidées avant d'entrer au fond. Donc, on ne peut pas critiquer aujourd'hui que les choses ne vont pas parce que l'informateur a épuisé son délai légal de 60 jours. On pouvait peut-être avoir des problèmes, peut-être dire qu'il y a des couacs parce que le formateur a fini ce qu'il devait, ce qu'il a identifié sa majorité. Aujourd'hui, celle qui est première ministre, parce que ce n'est pas l'informateur de prendre le nom de ceux qui sont ministrables. Non, c'est à la première ministre. Elle a même dit aux parties prenantes qu'on ne lui fasse pas tarder. C'est-à-dire que ces partis doivent s'organiser de façon à l'interne, et envoyer leur nom, le nom de personnes qui sont ministrables, pas auprès de l'informateur, mais auprès de la première ministre, parce que c'est elle qui est chef du gouvernement, et c'est au président de la République d'en décider. Donc, les choses vont mieux. Moi, jusque-là, je ne trouve pas un problème qu'on puisse aller vite en besogne, alors qu'il y a encore des éventualités juridiques, de problèmes juridiques persistants. De l'autre côté, du point de vue contentieux électoral, du point de vue organisation du bureau définitif, ça, c'est pas Tshisekedi qui doit tout faire. Du point de vue gouvernement, parce que le gouvernement peut sortir même aujourd'hui, mais qui va l'investir? C'est la question. Donc, on ne peut pas aller mettre la charrue devant le bœuf alors qu'il y a encore des éventualités. Moi, je pense qu'il n'y a pas ça. Et puis, il y a un souci très majeur de personnalités qui vont voir Maman Marthe. Pourquoi ça crée des frustrations? Donné, parce que ce qui s'est dit entre Mamart et ses personnalités, je ne vois pas comment Mamart gérer des questions politiques avec quelle expérience professionnelle, je ne sais pas. Mais ces personnes-ci, elles ont décidé d'aller de façon unilatérale. Ils aiment faire quoi, mon cher? D'aller de façon unilatérale. Parce que ce n'est ni le président de la République, ni qui que ce soit qui leur a imposé. C'est eux-mêmes qui veulent aller saluer. Peut-être saluer une personne, est-ce une faute, une infraction? Des fois, 3 fois. Une infraction. Non, le problème, c'est qu'on ne nous dit pas les contenus. Mais pourquoi ça frustre? Pourquoi ça frustre le fait de saluer la maman du président de la République? Pourquoi ça peut frustrer? Les politiciens, d'ailleurs. C'est un problème. Est-ce que c'est immoral? Est-ce que c'est interdit? Non, c'est immoral, c'est interdit. Non. Une fois, oui, mais quand c'est... Si c'est immoral, dites-nous c'est quoi l'immoralité? Parce que la morale nous exige de saluer le plus âgé. Très bien. Alors, à vous, maître Freddy Mwamba, votre réaction et puis votre lecture. Oui, j'aimerais d'abord revenir sur ce qu'il a dit là plus vite et puis je vais aborder les préoccupations soulevées par Maître Eric. Ce que je dirais par rapport à lui, c'est que je reviens sur ce qu'il a dit, mais mutatis mutandis, en disant que la cause, bien sûr, il est revenu sur ce que je voulais aussi dire, il a bien expliqué. La cause du retard, ce n'est pas parce qu'il fallait gérer les ambitions. À cause du retard, il a dit qu'il fallait d'abord les règlements d'ordre intérieur, l'envoyer au niveau de la Cour pour vérifier la constitutionnalité de ces règlements. Tout ça, ça a pris du temps. Notre démarche, il y a une certaine lourdeur, de ce point de vue-là, ce qui fait que au Sénégal, il vous a expliqué ce qui se passe au Sénégal. C'est comme ça que vous avez constaté que là-bas, quand même, à une vitesse supersonique, on a eu plus vite des gouvernements plutôt qu'ici en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a un certain formalisme qu'il fallait remplir, il fallait observer, il fallait respecter pour se conformer, bien entendu, à la constitution de notre République. C'est pour ça que ça a pris du temps. Mais en ce qui concerne maintenant le choix qu'il doit faire, par exemple, le président de la République, si le président de la République arrivait à jeter son dévolu sur telle ou telle autre personne, ça ne veut pas dire qu'il devient un dictateur et commence à décider sur tout. Non, pas du tout. C'est pour des raisons de coordination, parce que nous sommes une famille politique. Vous comprenez? Nous sommes une famille politique. Ce n'est pas une génération spontanée. Si nous avons eu des députés que nous avons eu au sein de l'Union sacrée, ce n'est pas une génération spontanée. C'est parce qu'en fait, il y a eu un travail qui a été fait en amont. Nous avons dit, nous allons apporter la moisson au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est en fonction de la moisson que chacun a apporté. Quand je parle de la moisson, c'est en termes des députés qui ont été élus effectivement par le peuple. Il peut ne pas être d'accord avec moi pour dire que non, il y a la machine à voter, ce ne sont pas des gens qui sont véritablement représentatifs de population. Ça, c'est un autre débat, mais ceux qui sont à l'Assemblée nationale comme députés nationaux sont censés être élus par le peuple. Vous comprenez? Et ce qui fait que pour qu'on forme le gouvernement, pour qu'on fasse tout, la matrice, c'est l'Assemblée nationale.
Il a dit nous sommes dans un régime semi-présidentiel. C'est-à-dire qu'il y a un partage de responsabilités. Il y a un partage de responsabilités entre le Parlement et l'exécutif. Vous comprenez? C'est ça la difficulté et les problèmes. Donc, tout doit se baser sur l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale, ce sont les élus du peuple. C'est cela que le peuple a choisi. Vous comprenez? C'est comme ça que tout part de l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas, en fait, des soucis à se faire de ce point de vue-là. Jusque-là, on parle de l'Assemblée nationale. Nous aurons le Sénat qui va encore, les mêmes leaders, les mêmes problèmes vont encore se poser. Non, quand vous dites les mêmes leaders, quand vous dites, quand vous parlez... On peut passer toute une année. Non, quand vous parlez de même leader, moi je ne comprends pas. C'est comme si vous voulez, n'est-ce pas, marquer votre réprobation absolue contre les choix qui ont été faits par les populations congolaises. Parce que ce sont eux qui ont choisi. C'est-à-dire, nous, la FDC, nous avons aligné des candidats. Le peuple a choisi ces candidats-là. Nous avons environ, pour le moment, environ 33 députés. C'est-à-dire 30 députés qui ont été élus sur la base de notre liste pour cette nouvelle législature, et 3 d'autres qui sont venus parce que vous savez que la Cour constitutionnelle a pris une décision dans le sens de dire que dans les circonscriptions où il n'y a pas eu élection, on reconduit. Vous comprenez? On reconduit, et Dieu a fait en sorte que c'est là qu'on a reconduit. Parmi ceux-là, il y en a qui sont de l'AFDC. Vous comprenez? Ce qui fait que nous avons, pour l'instant, environ 33 députés, en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce encore aujourd'hui à ce qui concerne, en fait, les erreurs matérielles. Donc, il n'y a pas à dire bis repetita, on prend les mêmes, on recommence. À partir du moment où c'est le peuple qui a choisi. Vous pouvez tout dire, on a triché, on a fait ceci, mais ce sont ceux-là qui sont là. Et on fait avec ceux-là qui sont là. Vous allez rester dans votre maison, vous croisez les bras. Mais vous voulez que les choses changent. Mais créez soit votre parti politique. Vous connaissez la règle du jeu pour accéder aux responsabilités. On n'arrive pas aux responsabilités comme ça pour le plaisir d'y arriver. Il y a un travail qui s'est fait en amont. Vous comprenez? Donc participez aux élections. Si vous estimez que vous pouvez créer un parti politique, créez votre propre parti politique. Comme ça, vous n'aurez pas, vous serez peut-être indépendant. Si vous passez à la télévision, vous allez vous dire non, je ne veux plus parler de personne parce que là-bas, on ne fait que on ne fait qu'encenser telle ou telle autre personnalité. C'est déjà des affamés à qui on donne 200 ou 300 $. Comme ça, vous-même, vous allez prendre vos propres responsabilités. Vous comprenez? Et pourtant, encore, parlons-en. Mon cher ami, moi, je suis par exemple dans AFDCA. J'arrive ici, vous m'invitez sur ces plateaux comme étant membre de l'AFDCA ou cadre de l'AFDCA. J'arrive sur ces plateaux. Je commence à parler d'autres choses qui n'ont rien à voir. Parce que l'AFDCA, c'est quoi? Nous estimons que nous avons un programme, une offre politique que nous pouvons présenter aux populations congolaises, de telle sorte qu'ils puissent nous faire cette confiance pour que si nous arrivons aux responsabilités, que nous puissions répondre à leurs aspirations. Vous comprenez? C'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Maintenant, j'arrive ici, vous me dites, ne parlez pas de l'AFDCA. Parce que si vous parlez de l'AFDCA, du professeur Modeste Bahati, vous êtes corrompu. On a donné 200 $, 300 $, il passe. Mais ça n'a pas de sens. Nous sommes en politique. La politique a sa façon de fonctionner. Si vous pensez que vous êtes au sein de la société civile, tant pis pour vous. La société civile a aussi un grand rôle à jouer. C'est un grand groupe de pression. Nous l'avons constaté ici en France avec les syndicats ou tout ça. Les syndicats agricoles ont paralysé la France. Vous comprenez? Au moment où nous, ici au Congo, nous sommes en train de suivre les matchs. Mais les autres s'organisent en syndicats, les autres font ceci pour exercer une pression sur les dirigeants pour qu'ils prennent certaines décisions plutôt que d'autres. Vous comprenez? Donc, c'était quand même important que je fasse cette mise au point pour éviter que les gens plongent dans certaines confusions. Et pensent qu'il n'y a que eux peut-être qui voient ce que nous ne voyons pas et que nous qui sommes là, nous sommes obnubilés par nos partis politiques et nous sommes obligés, même si c'est mauvais ou bien si c'est bon, de nous comporter en béni, oui. Non, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. J'aimerais bien réagir sur ce que mon frère venait de dire tout à l'heure. Le professeur Modeste Bahati n'a pas commencé ce business à partir de la politique. Il a commencé d'abord comme étant un vendeur de peaux de vaches, un fournisseur de peaux de vaches à Bata. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être par rapport à votre âge, je ne sais pas si vous connaissez les entreprises qu'on appelait Bata à l'époque, qui fabriquaient des chaussures. Ça existait dans ces pays. Il a commencé son business de cette façon-là. Il était un grand fournisseur de Bata. Il fournissait à Bata. Et puis, il a évolué dans son business. Il a créé une entreprise qu'on appelle Silaoka.
Je ne sais pas si vous connaissez. Vous n'avez pas entendu parler d'une entreprise de transport qu'on appelait Silaouka. C'était le professeur Modeste Bahati. Il a commencé le business depuis longtemps. Il fournissait des jeans à Mama Chibichabeni. Vous connaissez une dame qu'on appelle Mama Chibichabeni, une femme d'affaires. La personne qui fournissait des jeans, des conteneurs de jeans à Mama Chibichabeni, c'est le professeur Modeste Bahati. Il a commencé par être entrepreneur. Et c'est ça d'ailleurs qui a poussé les politiques à pouvoir s'intéresser à lui, de telle sorte, parce qu'il était au sein de la société civile, à l'époque de Mobutu. C'est comme ça que les politiques l'ont approché. C'est à partir des affaires qu'il commençait à faire. Lui n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, il a un groupe taverne, une grande entreprise, il a des activités hôtelières, il a un groupe, il a un groupe hôtelier, il a des activités agricoles, tout ça. Il est dans beaucoup de business qu'il a commencé à faire avant d'entrer en politique. Ce n'est pas la politique qui a fait en sorte qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Je voulais quand même apporter cette petite précision. C'est pour vous dire qu'il a commencé d'abord par gérer dans le privé, et comme il a réussi dans le privé, donc il peut nous faire partager son expérience, même en politique, où elle est mal. Voilà, donc c'est Eric Bisselo, par rapport à cette question. Si vous étiez conseiller du président de la République, c'est quoi l'idée? C'est quoi votre avis? Comment mettre ensemble les ambitions et servir le peuple selon vous savez, quand votre on est un entendement? businessman, on voit là où c'est plus lucratif. Hein. Un businessman, un véritable businessman, un homme d'affaires. Mais ce n'est pas ce que tu as dit avant. Non, non, mais avant, tu disais qu'il faut commencer d'abord par gérer le privé avant d'entrer dans le public pour savoir comment les populations souffrent. Maintenant, tu changes. Non, mais je dis, si c'est un homme d'entreprise, voilà, les Congolais, qu'il quitte ce public, l'argent public, qu'il aille s'occuper des affaires en privé, des entreprises. Mais je comprends que la politique, c'est plus lucratif. C'est facile à ramasser de l'argent. Non, ça c'est ton point de vue. À générer des recettes. C'est toi qui le dis. C'est ton point de vue. Non, c'est ton point de vue. Non. Il gagnait quand même par mois pour que tu viennes comparer à l'Assemblée nationale, au président du Sénat. Comparé à un salaire d'un chef d'entreprise ici. Quel est le salaire du chef d'entreprise? Dans les 400 000 $. Quel est le salaire des chefs d'entreprise? Justement, la grande question, montrez-moi. Quel est le salaire? Bata soit-il. Tu vois que. Non, mais c'est vous qui demandez. Non, il faut faire des analyses sur la base des éléments probants. Tu ne connais pas les salaires. Quand il a arrêté. Alors tu vois que tu es en train de te prononcer sur des choses que tu ne maîtrises pas. Je maîtrise. Non, tu ne maîtrises pas. Je repose la question. Les salaires, il est de combien? Du président du Sénat. Attendez, c'est mon temps de parole. Moi, je me pose la question. Quand il a été arrêté par Laurent Désiré Kabila pour enrichissement illicite, détournement, c'est en qualité de qui? Très bien, il va répondre. L'entrepreneur? Il n'a jamais été arrêté par Joseph Kabila par Mouzé Kabila. Oui, arrêté par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il n'y a pas eu de jugement. Toi, tu es un juriste. Tu es juriste, il y a eu un jugement? Il y a eu un procès par rapport à cela? Oh là là! Je crois que monsieur est très paniqué, c'est de leur façon de voir. Non, il n'y a pas de panique qui tienne. Il n'y a pas de panique qui tienne, nous sommes dans un débat. Vous avez entendu deux points de son de cloche différentes. Il n'y a pas de panique qui tienne. Lui, il dit non, nous ne sommes pas dans une république, état de droit. Et donc, le chef d'État ne s'immisce pas. Déjà, je vous contredis, parce que Steve Wemby vient de tweeter il y a une heure, le chef d'État a reçu tous les présidiums de l'Union sacrée un par un, rien à filtrer. Aujourd'hui? Oui. Donc, il est au pays? Il y a une heure, oui. C'est ça qui a été tweeté. Par Steve Wemby, donc vous connaissez Steve Wemby quand même. Ah, lui, c'est un spécialiste en fake news. Ah, non. Même le président lui-même a déjà réfuté, faites attention. Non, plusieurs informations qu'il a données. Je préfère porter moi ma confiance sur Steve Wemby que sur M. Bata. Ah non. Largement. Parce que ce monsieur-là est en train de soutenir Denis Mkoué en disant que c'est un homme de valeur par-dessus tout. Attendez, qu'il n'y avait pas de personne comparable à Denis Mkoué. Mais le voilà qui faisait le chantre, qui criait contre Kabila, contre la Constitution. Il est revenu là, au pouvoir, il est silencieux. Il est même en train de cautionner qu'un député national soit mort, silence total. Donc il est d'une immoralité comme la plupart des politiciens congolais. Donc ça c'est mon temps de parole, laissez-moi terminer. Moi je relève les incohérences entre les deux. Lui il dit non, le président, si le chef d'État s'y choisit, ben c'est normal aussi. Lui il dit que c'est normal. Et nous, notre ami, c'est normal. Il est dans la théorie. Moi je comprends sa logique, sa théorie. Je me dis au premier quinquennat, qui était parti voir Maman Marthe, chef d'État était chef d'État, non? Pour vous dire à quel point nous sommes vous voulez nous glisser vers une dictature qui ne dit pas son nom. Mais parce qu'aujourd'hui, le pouvoir est en train d'être concentré au 11e rue, il faut passer par le chapelet, par le chemin de la croix de Maman Marthe. C'est ça que vous voulez nous dire. Et vous nous dites que quelqu'un qui ne connaît pas Maman Marthe, qui a été soi-disant élu,
mais un premier ministre, il doit aller saluer les pieds et baiser les pieds de Mme Marthe. Vous nous dites que non, c'est dans l'ordre des choses, il faut saluer le plus âgé. Vous moquez de qui? Mme Marthe a créé l'UDPS, ceux qui ont créé l'UDPS sont vivants. Il y en a qui sont vivants. Merci. Donc, c'est-à-dire, on peut aller voir ces gens-là pour leur dire. Alors, vous n'êtes pas nous prendre pour des imbéciles, pour plus de Dieu qui nous sommes. C'est vrai pour employer les mots français, mais quand même, nous sommes dans une réflexion élevée ici. Le conseil que moi je donne au chef d'État, c'est simple. Il ne faut même pas les reconnaître, ces gens-là. C'est-à-dire Mosso Bahati ou Bahata qui a fait son Jalélo, mais tant qu'il était devenu déjà premier président de l'Assemblée nationale, il est devenu riche, on ne l'attendait plus parler. Il a réussi, même ses missions. Merci. En termes de rencontres des parlementaires étrangers, il a lamentablement échoué. Parce qu'on n'a pas su lui donner crédit. C'est un minimum de crédit qui nous manque. Des hommes d'intègre. Et vu qu'ici nous avons une procédure politique, et moi j'ai fait ce choix-là, de sortir de ce carcan, de dire voilà, je me prononce librement, sans parler le nom de quelqu'un. Je parle de ma liberté, de dire ma conscience, dit que non, vous êtes dans le faux, parce que c'est ça qui dit la loi. Donc tu as quitté Dr Mukwege. Tu as quitté Dr Mukwege parce qu'il est dans les faux. Première thématique. Vous vous trompez complètement. Non mais tu étais avec Dr Mukwege durant une processus, ne pas dire que je fais partie de n'a pas de parti politique. C'est la prostitution. Oui, la prostitution politique. L'inconstance politique aussi. C'est un véritable transhumant. S'il vous plaît. Un véritable Vous pouvez transhumant. parler, mais Denis Mukwege n'a pas de parti politique. Ça, il faut le retenir. Il n'a aucun parti politique. Alors, à vous également, Maître Claude, la gestion des ambitions et servir le peuple, vous êtes devant le président de la République, qu'est-ce qui doit être fait? Dans la normalité des choses, la gestion des ambitions se passe au sein de formations politiques. Là, ça se passe là, à l'intérieur, et de là sortira maintenant un ticket. C'est ça. Ce n'est pas ce que nous avons assisté ici avec l'Union Sacrée, non, où vous voyez un parti politique comme UDPS, ils vont aller saisir la cour entre eux. Ça se fait. C'est ça la démocratie. Ça, ce n'est pas une démocratie. On est tous camarades de l'UDP. Voilà, on se retrouve devant la Cour constitutionnelle en contestation des élections. Oui. Non. Okay. Qui va délivrer, comment nous appelons ça encore, comment la procuration? On donne le combat est loyal. Voilà. Ça, vous appelez ça le combat loyal. C'est ça la loyauté du combat judiciaire. Alors, quand je dis, je rencontre mon ami Freddy, quand il a soulevé ici la coordination au sein de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée n'a pas de coordination. Ah bon? Il n'y en a pas. Je vous dis, prenez le présidium de l'Union Sacrée, ne s'accorde même pas entre eux. Ils se tirent à temps contre temps. Ça, c'est les désordres. Ils se tirent à temps contre temps. Comment? Votre souci, c'est parce que vous voulez voir les présidents de la République se gérer. Non, vous voulez l'homogénéité du langage. Non, c'est pas ça. Non, c'est-à-dire, le président de la République est au-dessus de la mêlée. Au sein de l'Union Sacrée, la figure de référence, ça s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est à lui, comme papa dans cette maison, de gérer les ambitions. Gérer des ambitions, cela ne veut pas dire une dictature. Voyez-vous? Et là où mon ami Freddy a dit, le président, dans sa conviction, il peut jeter son devenu sur X ou Y. Mais il doit aussi faire preuve de tact et sagesse pour que ce choix ne crée pas de frustration. Vous voyez? Mais au sein de l'Union Sacrée, je l'ai dit et je le répète, il y a un désordre organisé et entretenu au sein de l'Union Sacrée. Je vais vous dire par exemple. Le président a reçu les leaders, sûrement. Mais non, là, par un, de manière ce n'est pas une réunion. Je vais vous dire encore. Mon cher ami, prenez l'APK, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je suis par là pour vous montrer les désordres qu'il y a au sein de l'UDPS et au sein de l'Union Sacrée. Vous prenez l'APK. Voyez dans l'APK, l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, où M. Ngobila a 10 députés. 10 députés, c'est la deuxième force. C'est la deuxième force, je vais dire, au sein de cette assemblée. Mais prenez le bureau. Ngobila n'y est même pas. Ça, on va nous dire quoi? Ngobila n'a pas un point politique? Il va se retrouver ailleurs, peut-être. Voilà. Vous voyez, tout ça sont des frustrations. C'est l'Union Sacrée. C'est l'Union Sacrée. Et aujourd'hui, on nous fait croire que c'est la démocratie au sein de l'Union Sacrée. Mais moi, j'aimerais voir cette démocratie quand le gouvernement sera là. Un premier ministre ou un ministre du gouvernement qui s'est méconduit en termes de gestion
que cette démocratie joue son rôle, que eux-mêmes de l'Union sacrée interpellent le leur. Très bien. Parce que cela n'a jamais été fait ici au Congo. Même quand mon ami Tingui, l'honorable, a monté au perchoir pour dénoncer la mégestion du DG de la SNEL. Vous voyez? Et vous avez vu l'attitude de cette assemblée, de la législature passée. Voyez-vous? Et donc, tout ça, c'est l'Union sacrée. Très bien. Au sein de l'Union sacrée, je ne sais pas s'il y aura quelque chose de bon. Espérons. Alors, on termine avec la dernière question. On reste à quelques minutes, 2 minutes. Alors, Judith Toulouka et Sama Lukonde, la RDC a pratiquement deux ministres, premier ministre, cher Claude Niembo. Bon, malheureusement, je souffre de minutes pour répliquer, mais je vais quand même passer parce que ce n'était pas important. Voilà, moi je passe à la question. On nous a parlé des dévolus lorsque le chef impose. Oui, c'est vrai, le chef peut toujours avoir son choix sur le 3. On dit toujours que la neutralité, lorsque vous êtes dans une situation, vous êtes neutre, c'est que vous êtes contre l'oppresseur. C'est vrai qu'il a toujours un candidat. Porter le dévolu ne suffit pas à imposer. On doit nuancer le dévolu et l'imposition, comme c'est qu'on vivait. Et puis aujourd'hui, on vous dit non, un parti politique qui a 2 personnes. Oui. C'est ça même, je ne sais pas, la beauté, la loyauté du combat judiciaire, c'est ça. Priver à quelqu'un qui prétend être frustré parce que tel sur sa liste a été élu, lui prouver une procuration spéciale, c'est aussi violer ses droits fondamentaux. Donnez-lui la procuration spéciale que le juge décide qu'il a emporté. Voilà, je n'entre pas. Je reviens sur la question du gouvernement. C'est vrai, nous devons nuancer. Nous avons 2 premiers ministres, l'une en fonction et l'autre, tous nommés, l'une en fonction et l'autre pas en fonction. Je m'explique. L'autre est en train de sortir, expédiant les affaires courantes, et l'autre nommé qui n'est pas encore investi. Parce que l'on est de façon effective Premier ministre lorsque vous avez déjà été investi. Lorsque le Parlement approuve, parce que le Parlement peut désapprouver, vous tombez. L'acte administratif dans la nomination du Premier ministre ne suffit pas pour que vous soyez appelé Premier ministre. Encore faut-il que le Parlement vous approuve. Ce même-là le substrat du régime semi-parlementaire, semi-présidentiel. Donc, lorsque les parlements ne vous approuvent pas, c'est-à-dire vous n'avez pas l'aval du peuple, quoique c'est le Léviathan, le chef qui vous a nommé. C'est ça la théorie. Donc, nous avons une dame Premier ministre qui jouit parce que l'acte administratif entre de sa signature, qui est Premier ministre, mais qui n'est pas en effectivité. Et c'est là que la notion des affaires courantes s'invite. Ou même, c'est une notion qui a des sources jurisprudentielles. Ou même le juge administratif français, on voulait racoler ça au principe de continuité de service public. On vous dit, Sama ne pas. Sama doit partir, par exemple. Qui doit continuer? Ou en attendant que toutes ces éventualités que nous avons évoquées ici, de problèmes juridiques persistants, avant que l'excède, avant que le bureau définitif ne soit, est-ce que le pays doit s'arrêter parce qu'il y a Madame Judith qui doit prendre le poste? Pas du tout. Donc, il y a le Premier ministre en fonction qui expédie les affaires courantes. Et même la doctrine est là, je ne veux pas entrer trop. C'est-à-dire, vous êtes là un peu dans une plaque où vous ne pouvez pas prendre de grandes décisions. Mais au moins, tout à fait, mais au moins, vous êtes dans le labyrinthe où vous pouvez, vous agissez, vous faites cette continuité, mais vous ne touchez pas à des grandes options. À de grandes prérogatives, parce que chaque ministre, chaque membre du gouvernement a ses prérogatives, notamment les nominations, changer qui que ce soit, ça ne peut pas se passer. Donc, je ne trouve pas qu'il y ait un problème juridique de droit. Peut-être que le problème des Congolais, c'était que pourquoi Sama est député et il est en même temps. Ça, c'est une autre question qui s'invite, où nous sommes retrouvés dans une question très inédite, où vous avez un Premier ministre qui est démissionnaire, qui est en même temps élu député, en même temps Premier ministre, alors que jusque-là, on n'avait pas de remplaçant. La logique est simple. Lorsque le Premier ministre présente son programme devant le gouvernement, c'est le programme de tout le gouvernement. Ça signifie que lorsqu'il dépose sa démission auprès du président de la République, tous les ministres tombent. Parce que la logique du Congolais, c'était que les ministres qui sont des députés vont au Parlement et les autres restent ceux qui ne sont pas. Non, la logique est simple. Il dépose sa démission, tous les ministres tombent. Que tu sois député ou non, vous tombez. Est-ce qu'on pouvait vivre dans une république sans ministre? Et même si on va dans l'hypothèse selon laquelle... Je termine. Même si on va dans l'hypothèse selon laquelle le ministre député parte, est-ce que c'était Jean-Pierre Mbemba de gérer, être Premier ministre et gérer tous les vice-primatures, les vice-primatures?
je ne pense pas. La tâche serait lourde. Parce que la logique au gouvernement est que le vice-premier ministre gère, ne peuvent assurer, c'est quoi? Assurer les fonctions que de même rang. C'est-à-dire lorsque Jean-Pierre Mbembe est là, qu'il n'y a pas les autres vice-premiers ministres, c'est à lui. Mais maintenant, quelle serait la situation? Donc, un ministre pouvait avoir plusieurs ministères. Alors, donc, ça serait un désordre. Voilà. Oui, je crois qu'il est revenu sur ça. Il a très bien expliqué comment les choses doivent se passer. Donc, les substratums, comme il l'a dit, bien entendu, c'est d'abord l'article 90 de notre Constitution qui le dit, dans ses alinéas 4 et 5 de l'article 90 de notre Constitution, où on dit que l'entrée en fonction du Premier ministre est tributaire de son investiture au niveau de l'Assemblée nationale. Donc nous avons pour le moment un Premier ministre qui est démissionnaire et un Premier ministre, n'est-ce pas, qui attend à ce qu'il soit investi. Et celui qui est démissionnaire ne prend pas des actes de disposition. Vous comprenez, il ne prend pas des actes de disposition, il expédie des affaires courantes, il s'occupe de la gestion courante. Donc il n'y a pas tout ce que les gens sont en train de raconter pour dire nous avons 2 premiers ministres dans ces pays. Non, il n'y en a pas 2. Il n'y en a pas 2, nous n'avons pas 2 premiers ministres. Nous avons un premier ministre qui est démissionnaire, un autre qui a été nommé mais qui n'est pas encore entré en fonction. Un autre qui n'est pas encore entré en fonction. Donc c'est un peu ça. Mais j'aimerais, je crois que donc c'est fini. C'est fini par rapport à cela. Dans 30 secondes. On termine, maître. Voilà, je voulais ajouter pour dire que le Premier ministre, qu'est-ce que je n'ai pas encore dit. Je crois que... Très bien. Alors, maître Eric Bisselo, nous sommes à la fin. On retient quoi par rapport à ces des questions, surtout la dernière? Surtout, il faut retenir que depuis le 15 avril, les juges de la Cour constitutionnelle sont fin mandat. Le chaos. Moi, ce que je retiens. C'est une question sur une autre. C'est tout, hein? Non, allez-y. Un débat sur une autre. Ce sont les réalités de la République. Moi, je ne veux pas m'enfermer sur une question qui est de la rhétorique. Non. Parce que cette évidence est là. C'est vrai qu'il faut éclairer le public, mais cette évidence est là. C'est vrai que moi, je réfléchis toujours. Il faut réfléchir. Mais ce sont ces premiers ministres qui sont partis faire campagne électorale avec les moyens de l'État. Ce sont ces ministres-là qui se sont, quand on parle des beautés de la démocratie, c'est que vous devrez d'abord vous décharger de la charge pour aller concourir avec les autres de manière équitable devant les Congolais, pas avec les moyens de l'État. C'est que la loi ne dit pas. Ce qui défavorise, en fait, c'est qui déséquilibre l'égalité entre les citoyens. Mais c'est bien de relever que quand on ne donne pas un mandat à un citoyen du même parti pour aller défendre ses intérêts, c'est une frustration qui naît. D'où, vous avez vu, Mamba qui a rejoint l'AFC de Nanga. Parce que, à MLC chez eux toujours, hein, parce que c'est chez eux tout ça. Le chaos est dans le pays dans cette situation parce qu'il y a l'UNC. Merci, maître. Ça veut dire des éléments, des gens que les Congolais n'en fait plus depuis longtemps et qui sont en train là de jouer des parasites. Parasites parce qu'ils n'ont rien apporté. Ça fait des décennies pour que ce pays sorte de la misère dans laquelle est croupie. Parasites parce que même les nouvelles classes, les élites, ceux qui doivent devenir gérer, ben, ils sont incapables de s'émouvoir, de se libérer des chaînes intellectuelles, politiques et morales de ces anciens, ceux qui ont failli dans la gestion de la chose publique. Merci. Alors, maître Claude, de manière ramassée, on retient quoi? Surtout à la dernière question où la RDC aurait de Premier ministre, maître Claude Niembola, est un peu bien expliqué. Très bien, je ne vais pas contredire mon estimé confrère Niembo, Claude, parce qu'il a été clair, mais ici, moi, mon problème, c'est que la vision de Madame la Première ministre autour d'un certain nombre de politiques publiques, jusqu'à présent, je ne sais pas, elle va nous amener où? On l'attend au Parlement. On l'attend. Non. Avant qu'elle aille présenter son programme du gouvernement devant les élus au Parlement, elle pouvait bien, ou elle a le droit et l'obligation de communiquer à la population les grandes lignes. Parce que l'obligation, je vous dis, parce que l'obligation, ça veut dire la loi lui demande de faire ça. Bon, peut-être c'est moi qui ai un peu trop. Voilà. Mais au moins, parce que
les Congolais ne les connaissent Si c'est pour plaire à l'opposition, attendez, ce n'est pas plaire à l'opposition. Les Congolais ne les connaissent pas. Les Congolais nous ont... Parce qu'elle a été nommée Premier ministre. Je cite, Premier ministre. Elle revient d'où? Du ministre du Plan. Vous voyez, là, elle a connu de bourdes. Voyez-vous, maintenant, aujourd'hui, il y a un bon nombre de Congolais qui émettent un certain nombre de doutes sur ses capacités de gouvernance. Que ces Congolais mettent leur mal en place. Elle sera au Parlement. Écoutez, ça sont des préjugés. Ce n'est pas un péché. Ça, ce sont des préjugés. Ce n'est pas un péché de faire un briefing, brosser ses priorités. Je vais faire ça, je vais faire ça. Voilà mes priorités. On donne matière aux députés pour bien la jauger. Et attendez, voilà. Toujours c'est la vision du chef de l'État, mais quand vous leur posez c'est quoi cette vision, vous n'avez rien. Je chute pour dire. Le travail que fait aujourd'hui Madame la Première ministre, ça a été déjà fait par Kabouya, comme informateur, comme formateur. C'est un débat. L'Union sacrée a donné une autre contenu dans le formateur. Tous nous savons, merci beaucoup, maître. Un formateur, c'est celui-là qui vient former le gouvernement. C'est différent. Mais avec l'Union sacrée, ce n'est pas ça. On nous donne encore un autre Premier ministre. Il revient maintenant faire le travail. Voilà les désordres qu'il y a au sein de l'Union sacrée. Le formateur, c'est qui? C'est pas dû aux erreurs. Le formateur, c'est qui? C'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre. Les formateurs, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre. Les formateurs, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre. L'informateur, c'est différent de l'informateur. C'est ça. Il était un formateur. Et puis formateur. Non. Il n'a jamais été C'est l'acte de désignation. Il n'a jamais été formateur. Il n'a jamais été formateur. Formateur doit l'être sur base d'un acte de le pays. Ils ont menti. Qui a dit? Non. Il a dit qu'il était formateur. Oh, mais vous nous passez. Oh là là. Maintenant, vous nous parlez des diesels. l'acte juridique. Analysé. Donc ça devient une parole d'évangile. Non, c'est une parole d'évangile. Vous demandez qu'il y ait un acte. Vous demandez qu'il y ait un acte. Nous parlons de l'acte de désignation. Non, nos propos sont assis. Nos propos sont assis. Abouya a été informateur. Il était informateur. Celle qui va former le gouvernement, c'est la madame. Là, vous contredisez pas parole d'évangile. Les moyens de poursuivre en tant que formateur. Peut-être vous avez mal suivi. Vous avez mal suivi. Non. En tout cas, s'il a dit, il s'est trompé. Ce n'est pas ça. C'est une méprise. Oui, ça c'est une méprise. Le président de la République lui-même devant le savoir. Si Eliezer l'a dit, c'est une méprise. Moi, je vous dis. Mais non, c'est une méprise. Non, nous nous fions à l'acte de désignation. Voilà. La mission qui lui a été donnée. L'acte parlait d'informateurs. Merci beaucoup. Contradiction totale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Merci. Dans 30 secondes, citer et puis maître va conclure. Non, bon, moi je n'ai rien à citer à part cette précision sur l'informateur. Le formateur aujourd'hui, celle qui joue le rôle de formateur, elle est la première ministre. C'est pourquoi même à la fin, elle a dit ne me bloquez pas, ne me faites pas tarder. Parce qu'elle attend. C'est ce que le CG Kabouya n'a pas fait. Le CG Kabouya n'a pas reçu le nom de ministrable. Non, elle a identifié qui doit être dans la majorité, point barre. Vous avez vu le travail de CG Kabouya? Sûrement, elle va également consulter la société civile ou... La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.